Oh là là, j'ai baissé d'âge. J'ai failli dire j'ai 4 ans. Coucou, je m'appelle Sou et je suis l'hôte du système et j'ai fait une vidéo où je me présente et où j'explique quels sont mes rôles et qui je suis. Et j'ai expliqué aussi que j'étais Edge Leader et que j'étais Alter Shell et que j'étais aussi un gatekeeper. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous parler d'une expérience qui nous est arrivée il y a 2 ans. Enfin, ces 2 dernières années en fait. C'est le bordel au front. Ok. Sou, tu n'es pas du tout toute seule. Il y a beaucoup de gens actuellement, mais impossible de dire qui c'est. Je suis perturbée par le fait que je suis aussi petite. Aussi petite dans le sens où là je me sens vraiment réduite. J'ai l'impression que j'ai 4 ans. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais me concentrer parce que de base la vidéo, on devait la tourner et je suis pas sûre que je suis capable de la tourner, surtout en parlant comme ça. Du coup, je vais essayer de faire front quelqu'un. Moi, je me rappelle plus, hein, les gars. Il va falloir que ça soit quelqu'un d'autre, hein, parce que moi, je me rappelle plus. Alors, qu'est passando? En plus, je raconte trop mal les histoires. Putain. Kira, t'es pas obligé de raconter l'histoire. Je sais que ça te trigger et que en plus, enfin, tu t'en rappelles pas forcément vu que t'évitais ce moment. On va commencer la vidéo comme ça parce que je ne sais pas, j'arrive pas à faire front quelqu'un. Enfin, j'ai pas vraiment essayé, mais je sais pas qui faire front en fait. Je sais pas qui faire front. L'une, elle veut pas venir. Kira, elle veut pas non plus. Enfin, c'est pas qu'elle veut pas venir, mais c'est que c'est compliqué. Je sais qu'on est beaucoup d'autres, mais on n'est pas tous à avoir vécu la même chose. Et ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, mais que d'autres aussi ont vécu et pourront mieux le raconter que moi. En tout cas, que moi, à cet âge-là. Bébé Sou m'a dit qu'elle allait front et qu'elle allait pouvoir parler. Donc, je t'attends. Kira qui continue à se foutre de notre gueule. Continuellement, c'est toujours la même chose. Ok. Waouh. C'est dur de faire front bébé Sou. Elle n'est pas venue depuis longtemps. J'ai l'impression que le fait d'être gatekeeper, j'ai perdu le pouvoir de pouvoir faire front certaines personnes. J'ai l'impression d'avoir perdu cette possibilité. Avant, j'arrivais à faire front presque n'importe qui en quelques minutes. Et là, j'arrive pas. Ok. Alors, est-ce que vous êtes partis pour faire la vidéo du siècle? La vérité, oh la vérité. J'étais haute à ce moment-là et putain de merde. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça, mais oh my god. Alors, moi c'est Bébé Sou. Je vais vous raconter la fois où... Je suis désolée, je raconte trop mal les histoires, je vous préviens direct. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Je construis les phrases, tout ça. C'était en 2021. Mais c'est trop bizarre de dire cette phrase. 2021, vous trouvez pas ça bizarre, 2021?
Ça sonne pas bizarre à votre oreille 2021? En tout cas, ça résume bien mon année, en tout cas. Tu arrête de rire. Tu peux trop rire. Bon. En gros, c'est grâce à Olympe que je fais cette vidéo parce qu'elle m'a motivée à déjà lancer ma chaîne YouTube, mais à faire cette vidéo en mettant ça dans sa story. Et du coup, ça m'a remis dans le bain de cette histoire et je vais vous la raconter maintenant sur YouTube. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc posez-vous bien dans votre canapé, prenez un bon petit sucre à graille avec un bon petit thé ou votre petit soda. Vous vous mettez bien et moi je vous raconte cette histoire qui va partir en couille. Vous allez le voir rapidement. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais bon. Du coup, c'est un peu grâce à Olympe que je fais cette vidéo. De toute façon, c'est toujours grâce à Olympe. Oui, parce que grâce à elle, je sais que je suis un système d'une certaine manière. Grâce à elle, je me fais suivre psychologiquement. Donc, franchement, merci pour ça. Je t'envoie des cœurs. Je t'aime fort. Ça vient du cœur. Et si tu vois cette vidéo, bah, je te fais encore plus de cœur. Enfin bon. Je me reconcentre. Désolée, je pars dans tous les sens à chaque fois. Bon, oui. Ok. Mon histoire se passe en 2021 et j'étais à la fac en prépa audiovisuelle et je faisais ma vie, tout ça. Parce que moi, ma vie, c'est la musique. Et de base, je faisais des études dans le cinéma. Je faisais une spécialisation en cinéma. Waouh, mais en fait, on est trop au front. Mon comportement, il est trop bizarre. Oh putain, mais voilà. Bon, je vais jamais y arriver. J'étais à la fac et à cette époque-là, c'était assez compliqué pour moi parce que au début de l'année, en septembre donc, au début de l'année de l'année scolaire, moi je me rappelle j'avais commencé en octobre parce que je commençais en octobre et je commençais déjà à avoir des douleurs qui devenaient plus que constantes parce que en gros comment expliquer ça? Je dis j'avais des douleurs, mais en fait j'avais des douleurs au cul. Littéralement, j'avais mal au cul, mais sa mère. Genre, j'avais très mal. J'avais très mal. Et je pensais que c'était des hémorroïdes, comme tout le monde peut en avoir. Et du coup, je suis partie voir la pharmacienne en mode « Hey, nanana, j'ai mal ici. Est-ce que tu aurais quelque chose ?» Elle me donne des suppositoires. Moi, je suis en mode « Starfala, je vais pas mettre ça. » Du coup, bah, j'ai fini par mettre ça. J'aurais pas dû. La vérité, j'aurais pas dû. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait une réaction allergique ou si c'est parce que j'ai mal réagi. Mais j'ai mal réagi. J'ai très mal réagi. Ça m'a amplifié toute ma douleur. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Jusqu'à... Je me suis enfoncé des glaçons dans le boule. Non mais, les gars. Jusqu'à... Je me suis... Bon. D'ailleurs, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment pas. Ne faites vraiment pas ça. Ne mettez pas de glaçons dans votre boule. Ça fait mal. Sa mère. Ça fait mal. Très mal. Ça ne soulage pas. Quoi que tu puisses penser. Non.
Et si tu n'as jamais été dans l- si tu n'as jamais été dans la situation de te dire clairement que là, tu dois te mettre des glaçons dans le cul pour survivre, eh ben, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens et ce que je te dis là. Mais en tout cas, tu peux te taper une barre. Moi, ça me fait rire, mais je ris jaune. Je ris jaune parce que c'est quand même un problème de santé. Et honnêtement, ça commence pas bien. Parce que du coup, là, je vous énonce les douleurs, mais du coup, je vous énonce là où est la douleur. Mais du coup, comment j'ai pu avoir mal ici si ce n'est pas des hémorroïdes? Bah, très bonne question. C'est drôle. Parce que du coup, il y a cette personne, cette secrétaire au téléphone qui m'a posé cette question exactement. Bah, si c'est pas des hémorroïdes, pourquoi vous avez mal? Je lui ai dit, bah, il y a quelqu'un qui a forcé l'entrée. Qui arrête de rire. Oh my god, on va pas y arriver, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Lago au téléphone qui me dit, vous vous êtes fait violer? Moi qui fais, oui. Non mais le pire c'est que ça s'est vraiment passé comme ça. Je suis désolée pour Kira qui rigole derrière, mais vas-y, sa mère. Et elle me fait, bah pourquoi vous le dites pas comme ça? Et j'étais en mode, bah je sais pas, enfin je bégaye. Bref, je bégaye. Lago me dit, bon, on va vous trouver un rendez-vous avec le psychiatre. Parce que en gros, j'appelais de base un CMP pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Parce que en gros, tout commence par ces douleurs. Ces douleurs sont survenues un jour après que j'ai été malheureusement violée. Je rentrerai pas dans le détail parce que c'est pas un débat que j'ai envie de créer autour de ça. Je suis pas censée être là. Mais je l'ai vécu comme un viol. Parce que c'était un viol. Et j'ai du mal à l'admettre et vivre hors du déni. Parce que je suis quelqu'un qui relativise beaucoup et qui prend beaucoup de recul sur les choses. Et j'ai pas envie de remettre l'une en dépression en parlant de ça. Donc c'était un viol, tout simplement. Ça s'est mal passé. Le mec, il a forcé, j'ai dit non. Il a forcé. Ça s'est passé d'une façon très douteuse. Peut-être que je vous le raconterai
dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dédié à ça. Si je vous explique que je me suis fait violer, c'est juste pour vous expliquer l'énorme cercle vicieux dans lequel je suis aujourd'hui. Parce que après avoir couché avec cet individu, pas besoin de me demander son prénom, son adresse, je sais pas quoi. Je les ai pas, je me rappelle même pas de son visage. Honnêtement, j'ai fait un oubli traumatique. Je ne saurais même pas vous dire qui c'est entre les personnes s'il était dedans. Et enfin bref. Putain, ça me fait dissocier cette affaire. Bon. En tout cas, je suis bien ancrée en moi, je suis toujours là. Là, en tant que bébé sous. Une fois que vous perdiez le fil. Waouh. C'est fou. Pour vous, il s'est passé genre 5 minutes alors qu'il s'est passé 1 heure. Wow. Putain, le temps que je mets à dissocier, à faire des switches et des fronts, des... Bref. On a subi des... Enfin, on a eu des séquelles. On en a eu des séquelles. Et une semaine après, pendant une semaine après avoir copulé avec cette personne, oui, je dis copulé parce que clairement, c'était rien d'autre que ça. Une semaine après, pendant une semaine entière, j'ai passé mon temps à ne pas pouvoir m'asseoir. Alors qu'on avait cours, hein, je me rappelle, on était en première, on avait cours dans un bâtiment par là, dans un bâtiment par-ci, J'avais mal, mais mal, comme jamais j'avais mal. Genre vraiment, je sentais genre mon cul en feu, genre vraiment, enfin, j'avais l'impression qu'il y avait Nagasaki dans mon cul. Fukushima dans mon cul. Genre tout dans mon cul. Non, 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 non. Non, mais... Genre... Bref, j'avais trop mal. Du coup, je me disais, ouais, c'est pas normal du tout. C'est sûrement qu'il a un peu trop forcé. C'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais, un peu trop forcé, ouais. J'ai fini par saigner au bout du 4e jour, saigner en continu. J'avais des petites flaques de sang, genre par-ci par-là. Genre au début je pensais que c'était mes règles, mais j'ai oublié que moi j'ai pas mes règles. Genre moi je suis une personne, mon corps il a dit les règles, bah non. On va les bazarder un peu, on va les mettre par-ci par-là. Et quand tu les auras pendant 3 mois. Mais non. Moi, mes règles, c'est le bordel. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Genre, c'est pire que Nagasaki. Oh, vous voulez pas savoir le bail. Mais j'ai ces saignements et ça me pose problème parce que, bah, vous voyez où est le problème. Saignement, mal, douleur... inconfortable, pas s'asseoir, pas rester debout, enfin au bout d'un moment je vais caner quoi. Sauf que ces douleurs ont fini par s'estomper. Puis 2 semaines plus tard elles reviennent, mais genre un jour, et après ça repart. Puis 2 mois plus tard ça revient pendant 1 semaine, comme la première semaine où j'ai passé et que ça m'a fait mal et que je saignais à donf. Puis les mois passent et par-ci par-là j'ai mal, par-ci par-là je saigne, par-ci par-là il y a des complications mais rien de trop grave. Puis 1 an passe et on est en terminale et les douleurs se sont estompées, j'ai plus du tout mal. Puis l'année passe, le Covid tombe,
le confinement arrive, on est tous confinés chez soi. Et je recommence à avoir des douleurs, mais des douleurs intenses, très très intenses. Des douleurs qui m'empêchaient de pouvoir marcher. Des douleurs qui m'empêchaient de pouvoir me mouvoir, de pouvoir m'asseoir, de pouvoir m'allonger, de pouvoir... En fait, je ne pouvais rien faire sans que j'ai mal. Et que je crie à la douleur. Et arrive aussi en même temps l'époque où je commençais à vraiment me poser des questions sur ma multiplicité. Cette réflexion me hantait un petit peu l'esprit, mais aussi ma vie, parce que tout tournait plus qu'autour du TDI, parce que le TDI était le trouble qui définissait tout ce que je ressentais et tout ce qui se passait en moi. Et avant même que je me fasse diagnostiquer, je m'étais auto-analysée, et pas auto-diagnostiquée, mais auto-analysée système, en tout cas, multiple. Donc je me considérais ATDS jusqu'à ce que je me fasse diagnostiquer TDI. Et à cette époque, j'ai commencé à parler de ces douleurs à mon médecin traitant. Et mon médecin traitant m'a dit qu'il n'y avait rien, qu'elle ne voyait rien d'apparent, que peut-être c'était des hémorroïdes internes, du coup mettre des suppositoires. Je vous rappelle tout à l'heure le truc des suppositoires. Je lui ai dit oui, la pharmacienne m'a dit ça, je veux pas mettre de suppositoires. Elle m'a dit on va prendre une autre marque. J'ai fait d'accord. Et elle m'a dit on va te mettre aussi un antidouleur local, comme ça t'auras moins mal. Je fais ok. Et du coup elle me fait ça, je prends les médicaments, pareil, douleur infernale, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. J'ai refait l'erreur de remettre des glaçons. Cette fois-ci, ils étaient pas en cube, mais ils étaient en tige, vous savez. Vous voyez. Bon, enfin bref, laissez tomber. Mais bon. Oh my god, Kira, arrête de rire. Puis, je n'ai plus jamais refait cette erreur de ma vie. Je n'ai plus jamais remis de glaçons. Et ça, il faut le compter, parce que c'est... Parce que j'ai été conne de le refaire, en vrai. J'étais conne. Mais bon, bref. Et du coup, moi, je retourne voir mon médecin et je lui dis... les médicaments n'ont pas marché. J'ai eu encore plus mal que j'avais déjà mal. C'est pas du tout normal. Elle me dit, oui, en effet, c'est pas du tout normal. Tout ce qu'elle me dit, c'est ça. Et elle me dit, bon, bah, je vous recommande d'aller voir un gastro-entérologue pour voir ça de plus près. Du coup, oh putain, les gars, on est un peu trop au front là. Ok. S'ancrer. Du coup, elle me redirige vers un gastro-entérologue et je vais voir ce gastro-entérologue. Et elle ausculte avec ses outils, ses trucs, tout ça. Je vais pas plus dans le détail parce que ça reste quand même intime et privé. Et elle ausculte, elle me dit il y a rien. Du coup, moi je lui dis comment ça il y a rien. Elle me fait bah il y a rien. Et du coup, je lui fais bon, ok. Mais du coup, pourquoi j'ai mal? Elle me fait bah peut-être que c'est des douleurs psychosomatiques. Et je lui ai dit non mais c'est pas dans ma tête. C'est pas dans ma tête. Et elle m'a dit non mais c'est des douleurs réelles que tu ressens vraiment, mais c'est dans ta tête. Et je lui ai dit alors madame, je suis sceptique à ce que vous me disiez. Enfin, je suis sceptique à ce que vous me dites. Je saigne. Du coup, voilà. Je ne suis pas folle. Et du coup, Lago me dit, allez voir un psychiatre. Du coup, bah moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon docteur, je lui dis, bon, je dois aller voir un psychiatre. Elle m'a dit que c'était peut-être des douleurs psychosomatiques. Elle fait, ah! Du coup, elle me redirige vers un psychiatre. Psychiatre qui ne répond pas.
et qui n'est pas disponible. Du coup, ce que elle me dit, c'est que je peux appeler le CMP de la ville qui est à côté de chez moi pour avoir un psychiatre. J'appelle le CMP, ils me font « Non, vous n'êtes pas dans le secteur ». Je leur dis « Pardon ? Comment ça, je ne suis pas dans le secteur ? On habite à 500 mètres. » Elle me dit « Oui, mais en gros, vous avez été mis dans le secteur de Rambouillet, donc la ville qui est genre à 30 minutes en voiture. » Du coup, voilà, on te tose. Donc, t'es obligé d'aller à Rambouillet. Et après, je lui dis « Oui, mais il n'y a pas moyen de faire une dérogation. » Elle me dit « Non, au revoir. » Du coup, elle raccroche. Je fais « Ok. » J'appelle le CMP de Rambouillet. C'est l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure avec la go qui me fait « Ouais, tu t'es fait violer. » Voilà. En gros, elle me dit « Ouais, il y a un psychiatre, mais en fait, il n'est pas disponible. » Enfin, elle me dit « Il est disponible, mais elle m'a rappelé genre 2 jours plus tard. » Enfin, attendez, je vais vous expliquer. Elle me dit « Il y a un psychiatre, il est disponible et que je peux le voir dans la semaine. » Et je lui dis « Ok, pas de problème. » 2 jours plus tard, elle me rappelle, elle me dit « Ah non, c'est pas possible, ce psychiatre... il va pas vous prendre, faut voir avec un autre psychiatre. » Du coup, je vous ai trouvé un autre psychiatre dans le CMP et elle me dit d'aller voir ce docteur en question. Du coup, je lui dis ok, d'accord, est-ce que ça reste le même jour? Elle me dit oui, mais c'est pas la même heure. Ok. Donc, je fais je change du coup l'heure du rendez-vous. Je vais au rendez-vous. Je lui explique ma situation, que j'ai vu un gastro-entérologue, qu'elle m'a dit il n'y a rien, que tout ça, qu'elle pense que c'est des petits trucs psychosomatiques, que ces douleurs-là, c'est dans ma tête, tout ça. Et moi, je lui ai dit clairement qu'il y a quelque chose et que je le sens. Genre que même quand moi, je mets mes doigts, genre je sens qu'il y a quelque chose d'anormal, genre. Et... c'est fou qu'un spécialiste ne le voit pas, genre. Du coup, moi, ça me rendait folle. Du coup, moi, j'étais en mode... du coup, c'est peut-être dans ma tête, mais du coup, enfin, à voir, genre. Et du coup, elle m'a dit, ok, d'accord, oui, on va vous prendre tout de suite en charge. Vous inquiétez pas, vos anxiétés et votre... vous inquiétez pas, votre anxiété et vos psychoses vont partir tout de suite. J'étais en mode, oula, dans quoi je me suis embourbée? Vraiment, dans ma tête, c'était ça. Je me suis dit, oulala, elle va me gaver de médicaments. Elle, je le sens pas. Sauf que, sur le moment, je me suis dit, bon, en vrai, c'est une spécialiste de la santé. Faut la croire, genre, faut avoir confiance aux spécialistes de santé. Du coup, je me suis dit, bon, ça se trouve, ils veulent me le dire délicatement, mais c'est dans ma tête. Il faut que j'accepte si ces douleurs sont dans ma tête. Putain de merde. Mais moi, j'ai vraiment pas l'impression que c'est dans ma tête. Du coup, moi, je lui explique ça. Et elle me dit, vous inquiétez pas, tout va partir d'un coup. Vous inquiétez pas, c'est avec le temps que ça viendra. Faut juste que vous preniez ces médicaments-là. Ça va partir, je vous assure. Et j'étais en mode, non mais... je veux que les douleurs partent, oui, mais je n'ai pas de psychose. De quelle psychose tu me parles? Du coup, moi, j'étais en mode, bon, ok, je vais prendre tes médicaments si tu veux, mais parce que en gros, je suis arrivée, c'était un état de ma vie où vraiment, j'étais amorphe. C'était le moment où l'une, elle était haute, et ce moment-là, l'une, j'ai rien contre elle, hein. C'est mon tout. Genre vraiment, je l'aime. Genre, cœur sur elle. L'une, c'est une personne unique. Elle est en or. Elle a juste été beaucoup trop blessée par les gens, pardon. Et elle mérite pas de se faire tacler et de se faire encore et encore mettre de côté. Mais là, pour le coup, l'une, elle a déconné. On ne mangeait plus du tout.
quand je vous dis qu'on ne mangeait plus du tout, c'est qu'il y avait une semaine sur 2 où on mangeait un truc par-ci par-là. C'était le moment où on avait perdu 20 kilos en 1 mois. 20 kilos. J'ai la preuve dans mon carnet de santé, si vous voulez. Je vous jure, 23 kilos exactement. En 2 mois. Attends. Non, en 2 mois. En 2 mois. Et... ou 1 mois. Et j'ai envie de vérifier. Bon, vas-y. Bref. 1 mois ou 2 mois. Bref, pas beaucoup, quoi. Et au-delà de ça, on ne dormait pas parce que l'une, elle est insomniaque et elle ne peut pas dormir. C'est-à-dire que quand elle est là, c'est pas possible de dormir. Genre, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Genre, c'est-à-dire que elle a les yeux ouverts et impossible de les fermer. Elle a beau les fermer, rien ne se passe. Rien ne se passe. Genre, la go, elle a des cernes, t'as peur. Bon. Je t'aime, mais... voilà. On connaît le sommeil, c'est dur. Pas dur pour tout le monde, mais c'est dur. Bref, du coup, elle me prescrit tous ces antipsychotiques qui sont d'ailleurs très puissants et qui sont utilisés pour des pathologies assez grosses telles que la bipolarité, la schizophrénie et le trouble borderline. 3 troubles qui sont quand même 3 gros troubles et que je ne suis pas diagnostiquée, qu'elle me prescrit ce médicament. Elle me prescrit ce médicament à très forte dose et elle augmente les doses de plus en plus encore. Et... voilà, elle en abuse du bail. Et moi, je lui dis tout le temps que... je lui disais... je peux pas... Genre, j'ai l'impression de plus être moi-même. Vous allez trouver ça bizarre, dit comme ça, parce que... on est beaucoup dans un seul et même corps. Mais là, pour le coup, moi, je connais mes haltères. Genre... pas tous, mais... je les connais à peu près, vous voyez. C'est pas genre... Je vous explique, le médicament me faisait des crises de colère. Genre, il y avait des moments où, genre, je tremblais comme ça, j'étais comme ça, et genre, j'avais besoin de frapper dans quelqu'un, dans quelque chose, je ne suis pas du tout colérique, je ne suis pas violente, genre, il n'y a que Nebula qui est parfois un petit peu, border, mais you know, voilà, mais on n'est pas violent, genre, vraiment pas. Et là, j'avais des crises de vénère, où j'étais vraiment vénère. J'ai envie de niquer des mères, genre vraiment. Et il y avait des moments où aussi, je pleurais, mais pour aucune raison. Genre vraiment, pour aucune raison. Larmes. Alors que moi, je pleure devant personne. Personne m'a jamais vu pleurer, à part s'il s'est passé un truc de dingue, genre vraiment. Ou alors qu'il s'est passé un truc en moi, genre physiquement, ou que j'ai fait un truc de sport qui m'a vraiment... où j'ai vraiment surmonté mes limites, mais je ne pleure pas devant les gens. L'une ne pleure pas devant les gens, je ne pleure pas devant les gens, Sou ne pleure pas devant les gens. De base, on ne pleure pas devant les gens. Là, une Madeleine, partout où j'allais, je pleurais. Je me reconnaissais même plus, je comprenais pas. Et normalement, c'était juste censé changer mon taux de sérotonine dans mon cerveau. Et putain, ça change beaucoup de choses, hein. Je vous assure que quand vous prenez des médicaments, faites-le avec minutie et avec très grand recul et avec très grand soin. Même si c'est des médecins qui vous les prescrivent et qui vous disent « oui, allez-y, prenez-les ». Parce que lisez les notices et surtout, faites attention avec ça parce que ça reste des drogues, même si c'est médicalisé. Ça reste des drogues et c'est important et dangereux d'en prendre de façon journalière à de si grandes doses quand on n'est même pas atteint de certains troubles, quand on n'a même pas été diagnostiqué. Je veux dire, elle m'a vu une fois, elle m'a mis sous ce médicament-là.
Et elle a augmenté les doses encore et encore et encore. Parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo ce fameux accident, le truc qu'on appelle l'accident. C'est pas un accident, mais bon, bref. C'est un moment qui a marqué notre vie du jour au lendemain, parce que du jour au lendemain, ma vie, elle a changé. J'ai dû aller en hôpital pendant plusieurs mois. Je crois 8 ou 9 mois. Je suis restée dans cet hôpital. Et honnêtement, j'en ai très peu de souvenirs. Je sais que c'était Sou qui était au front le plus souvent. Avec Mina aussi, mais on en a très peu de souvenirs. Moi, en tout cas, j'en ai aucun souvenir. Je sais juste un peu les visages des gens, mais très peu de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que ça a été très dur pour nous tous dans le système de vivre ces 2 dernières années. En plus de devoir avoir ces douleurs qui me tiraillaient mon quotidien, j'avais des personnes qui m'entouraient, qui ne me croyaient pas et qui étaient sceptiques envers moi. Et la seule personne qui était vraiment, vraiment là pour moi, à ce moment-là, c'était ma mère. Parce que c'est celle qui a été le plus proche de moi, parce qu'elle a vu dans les états dans lesquels j'étais quand je rentrais de l'hôpital, les états dans lesquels j'étais quand je lui disais que ça allait mal et que la psychiatre, elle ne me croyait pas, qu'elle était folle, et que... Enfin, plein de choses. Mais que... voilà. Et ma mère, elle a toujours été là à me soutenir, à me croire et à ne pas avoir peur de moi. C'était la première à me dire que je n'étais pas folle et que j'étais saine d'esprit et que elle comprenait. Elle m'a dit que j'étais compliquée, mais qu'elle comprenait. Et je sais que enfin, honnêtement, c'est la meilleure mère que j'aurais pu avoir. Vraiment. Même si, à cause de certaines erreurs qu'elle a pu faire ou de certaines choses qu'elle n'a pas fait dans le passé et qui ont fait que j'ai des haltères, ça ne change rien au fait que ça soit la meilleure mère au monde. Genre vraiment. On ne pouvait pas rêver mieux comme maman. Genre vraiment. Notre système a vraiment de la chance de l'avoir. Et il y avait aussi des amis à moi qui étaient là pour moi. Mais c'était assez compliqué dans cette période parce qu'ils doutaient tous du fait que j'avais réellement un système et des haltères. Parce que j'avais pas été diagnostiquée et qu'ils pensaient que je m'auto-diagnostiquais moi-même et que je me montais la tête à penser que j'étais un système. Alors que je pense que je suis un système depuis que j'ai 7 ans. Mais je pensais même pas que ça existait des gens qui s'appelaient système parce qu'on s'appelle système. Enfin, nous, on s'appelait système entre nous. On se disait qu'on était un système parce qu'on était un système, un groupe de gens. Enfin, un système, quoi. Un système qui fonctionne pour... Un système, quoi. Et on se disait qu'on était un système et enfin, qu'on était multiples, genre. Et du coup, moi, je pensais que j'étais atteinte du trouble... Enfin, du trouble de la personnalité multiple. Et c'était anciennement comme ça que le trouble dissociatif de l'identité s'appelait. Et du coup, bah voilà, nous en voici aujourd'hui. Je m'en suis renseignée quand j'avais 11 ans. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis Diag et je suis
suis heureuse de connaître à peu près mes haltères et de pouvoir vivre en tant que personne qui a d'autres personnes en elle, sans que ça soit trop handicapant pour les autres. Parce que pour moi, c'est handicapant au quotidien. Quand on se rappelle pas de ce qu'on a fait la veille ou qu'on se rappelle même pas de ce qu'on a fait il y a 10 minutes et qu'on est obligé de faire une tâche en fonction et que, ou quand on a des switches à des moments qui sont très anodins. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un switch à un enterrement et ça, bref. Ça partira dans une, dans une vidéo anecdote, mais vas-y. Bref, mais c'est handicapant. Donc, encore une fois, c'est pas fun d'avoir des haltères, mais je suis contente de les avoir dans ma vie. Parce que sans eux, j'en serais pas là. Et le corps n'en serait pas là. Et en vrai, on est une famille. Parce que sans l'un, sans l'autre, on n'est plus personne. Peut-être que vous ne me comprenez pas, mais moi, je me comprends. Et à ce moment-là, je pesais 70 kilos. Et c'est le poids que je souhaitais avoir. Et c'était mon goal de poids. Parce que j'ai toujours été grosse depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été obèse et j'ai toujours fait des rééducations alimentaires dans des hôpitaux, cherché à maigrir encore et encore. Et là, le moment où l'une, elle est passée haute et que elle a arrêté de manger et que elle faisait du sport parce qu'il y avait Kira qui était à côté, qui faisait du sport de fou. Ça nous a fait maigrir de fou et on a perdu 70 kilos. Et franchement, on peut être fiers de nous parce que c'est un des plus grands... c'est une des plus belles fiertés que j'ai de ma vie, de pouvoir dire que j'ai perdu 70 kilos. Et là, j'ai envie de pleurer parce qu'à cause de cette psychiatre de merde, j'en ai repris 70. Parce que oui, du coup, les médicaments qu'elle m'a prescrits là, c'est ces antipsychotiques de merde. En gros, ils ont une molécule qui augmente la masse pondérale. Ça veut dire que tu prends du poids, en gros. Et elle m'a dit, vous allez prendre entre 10 et 15 kilos. Sauf que moi, tu m'as vu, moi. Moi, je suis une ancienne grosse. Genre, en plus, ça a fait front Sue en tant que haute. Donc, Sue, elle s'est déchaînée. Genre, son médicament, ça coupait la satiété à mort. Genre, il n'y avait plus de satiété. Tu avais faim tout le temps. Mais quand je vous dis faim, c'est genre faim de fou. Genre faim de fou. Et je me rappelle, Sue, elle mangeait tout le temps. Elle mangeait. Et on a mangé, mais et tellement mangé. Qu'on a pris 70 kilos en même pas un an. Franchement, c'est n'importe quoi. Oh, ça me déprime. J'ai réussi à stabiliser le poids à 140 kilos à partir de 2023. Parce que en un an, il s'est passé et 70 kilos ont été pris. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais envie de manger. Là, c'est moi, Sue, qui parle. Et honnêtement, je suis désolée. Je m'excuse pour tout le système, je m'excuse pour le corps, parce qu'honnêtement, c'est ma faute. Et
si j'avais pas écouté ce putain de psychiatre et que je m'étais fait plus confiance à moi-même, j'en serais pas là. Mais du coup, à cause de cette vieille meuf, tous ces vieux médecins de merde, cette vieille psychiatre, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu mon corps, j'ai perdu mon état d'esprit, j'ai perdu mon assurance, j'ai perdu des amis, Enfin, si j'ai perdu des amis à ce moment-là, c'est que c'était pas des amis, clairement. Oui, on est d'accord. Mais j'ai perdu des amis. Enfin, cette psychiatre, elle me faisait croire que j'étais totalement folle. Elle me croyait pas, elle retournait tous mes mots pour que je pense que je sois psychotique. enfin, elle était absolument persuadée que j'étais psychotique et j'étais dans un état psychotique. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Genre, donnez-moi des raisons, genre des causes, des preuves, sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Je vous ai juste dit que j'arrivais pas à dormir et que j'avais mal au cul. Bordel de merde. Genre. Et j'étais trop vulnérable, j'avais pas confiance en moi, j'ai laissé prendre le dessus sur moi et sur ce que je ressentais. Et j'aurais jamais dû l'écouter et suivre ce qu'elle me disait de faire. Parce que, à cause de tout ça, j'ai pris énormément de poids. J'ai perdu l'occasion de me faire soigner parce que j'y viens. Suite à un débordement de la part de mon psychiatre, j'ai décidé d'arrêter de la voir et de couper court avec le CMP. Genre, je leur ai dit ciao. Clairement, c'est ciao. Et je leur ai dit que clairement, ça allait pas le faire du tout et que c'était sans moi. Donc, bye bye. Et je leur ai pas donné l'heure du jour au lendemain. Ils ont pas capté. Je leur ai envoyé la lettre il y a pas longtemps. Parce que j'en ai rien à foutre, honnêtement. Ils m'ont pété les couilles. Genre, honnêtement, c'est des fous. C'est des fous. C'est des fourbes et c'est des fous. Après, je dis pas que tous les psychiatres sont des fous et des fourbes. Hein. Je dis que ce psychiatre-là, en tout cas, l'était et que l'endroit où j'étais, c'était pas un bon endroit pour se faire soigner. J'ai vu comment ils traitaient leurs patients. J'ai vu comment ils étaient avec eux et comment ils les médicalisaient. Et franchement, c'est à en pleurer. Et ça me tue que j'ai été que on ait abusé de moi et que ça soit un professionnel de santé qui ait abusé de moi comme ça. Et ça me tue que ça soit possible, en fait, que un professionnel de santé te dise de faire des choses aujourd'hui en 2023, alors que ça va juste empirer tout ce que tu avais déjà fait ou tout ce qu'il y a déjà dans ton corps. Enfin, déjà le premier mal diagnostic de la gastro-entérologue, je vous ai pas dit, mais je suis partie en voir un deuxième et il m'a aussi fait un mauvais diagnostic en me disant qu'il y avait juste une petite liaison et qu'elle allait se refermer en prenant des suppositoires. Puis on a eu la psychiatre qui, elle, est totalement timbrée et qui veut absolument me faire gober ses antipsychotiques. Donc, quand j'ai quitté le CMP, j'étais la plus heureuse, je me sentais libre, je me sentais moi-même, enfin, pas encore. Je me sens moi-même depuis quelques jours, à vrai dire, parce que j'ai un nouveau psychiatre et j'ai réussi à le convaincre de baisser la dose de ses médicaments. Et honnêtement, je suis bien contente parce que aujourd'hui, j'arrive très bien à m'endormir et à vivre
comme je l'entends et à faire des choses de la vie sans que ça me pose problème, enfin sans que mes sentiments et mes angoisses soient pénibles au quotidien. Enfin, ça gère bien mes émotions. Ce médicament gère bien mes émotions et du coup, je suis d'accord qu'on doit le garder dans ma médication, mais pas à la dose à laquelle l'autre psychiatre voulait que je sois, genre. Elle me parlait de 800 à 600, enfin 600 à 800, alors que là, je suis à 200, genre. J'ai pris du temps pour moi, pour me focaliser sur mes projets, sur ce que je voulais faire de ma vie, ce que je voulais faire de mes projets musicaux, de tout ça. Et je me suis concentrée sur tout ça. Et j'ai fini par le concrétiser en achetant mon matos pour pouvoir construire mon empire. Et commencer à bâtir les cloisons de mon empire. Ça me ravit d'en parler parce que aujourd'hui je peux faire de la musique et ça me comble mon cœur parce que avant je rêvais d'en faire et maintenant je peux en faire, c'est à portée de main et je peux faire ce que je veux. Je peux chanter, je peux DJing, je peux mixer, je peux faire... Enfin, c'est trop bien, genre c'est trop bien et je peux faire ce que je veux. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube et je suis fière de moi. Et j'espère qu'au bout d'un moment, j'aurai une communauté et que ça plaira à des personnes que je ne connais pas, qui vadrouillent dans la vie et que je pourrais les aider quelque part. Mais du coup, j'ai pris des nouvelles habitudes, j'ai entrepris de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes qui ont changé mon quotidien. J'ai fini par prendre soin de moi et trouver un bon suivi psychologique. J'ai fini par trouver une bonne psychothérapeute qui fait de l'EMDR. Je vous raconterai dans une autre vidéo ce qui s'est passé. Et j'ai fini par trouver une autre psychothérapeute qui fait de l'hypnose aussi. Et un psychiatre qui du coup est mon psychiatre actuel, qui est spécialisé dans les troubles dissociatifs et qui m'a diagnostiqué du coup du trouble dissociatif de l'identité. Et du coup, à cette période de ma vie, j'avais envie de prendre soin de moi, j'avais envie de faire... de renaître de mes cendres et de prendre un nouveau départ après la psychiatre qui a essayé de détruire ma vie. Et... je suis partie voir un nouveau gastro-entérologue, cette fois-ci spécialisé avec des diplômes, tout ce que tu veux. J'ai cherché, hein. Vraiment, j'ai cherché pour avoir son adresse. Et franchement, pour avoir un rendez-vous avec elle, il fallait prendre 7 mois à l'avance. Donc, c'est ce que j'ai fait. 7 mois plus tard, je vais au rendez-vous. Et elle me dit, mais c'est normal que vous saigniez et que vous avez mal, vous avez une liaison qui perfore, enfin qui a perforé votre sphincter. Et je lui dis, mais what the fuck? Genre il y a deux gastro-entérologues qui sont passés, un médecin en plus qui est passé et qui ont dit, il n'y a rien. Et vous me dites qu'il y a ça? Et je lui dis, mais attends. Là, t'es en train de me dire qu'il y a quelque chose alors que ça fait 2 ans qu'on me dit, il n'y a rien? Non. Non, mais là, je vous jure que j'ai pleuré dans son bureau. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de joie parce que j'étais trop heureuse qu'il y ait quelque chose. Parce que, je vous jure... Pendant 2 ans, on a essayé de me faire croire que j'étais folle, que c'était dans ma tête. Même mes proches me disaient, mais Sou, enfin, c'est dans ta tête, genre... Enfin, en vrai, eux, ils pouvaient pas savoir parce que, ils sont pas spécialistes. Genre, les spécialistes me disent que c'est dans ma tête. Eux, forcément, ils vont penser que c'est dans ma tête et que je m'emballe. Genre... Mais je vous jure que je le sentais, je savais que c'était pas dans ma tête et que j'avais quelque chose. Je le sentais, je le sais. Genre, je le sens. Enfin, genre, c'est mon corps quand même, en fait. Et elle me dit ça et je suis trop rassurée. Je commence à pleurer, je me sens bien et tout. Et
Ça me fume que je dise que je me sens bien à ce moment-là. Bon, je me sens bien et elle me dit, ouais, mais par contre, vous fumez. Et après, je lui ai dit oui. Et elle me dit, c'est ça qui empêche la cicatrisation, c'est le tabac. Le tabac, il y a une molécule dedans qui fait que ça empêche la cicatrisation et que du coup, mon, ma liaison, la liaison que j'ai qui a perforé mon sphincter, est trop profonde pour se refermer toute seule. Et du coup, elle m'a dit qu'on pouvait la refermer chirurgicalement. Oula. Elle m'a dit qu'on pouvait la refermer en chirurgie, mais que cette chirurgie nécessitait que je perde... Enfin, mais que cette chirurgie était assez lourde et que pour la faire, il fallait que je fasse minimum dans les 80-70 kilos parce qu'il faut qu'on ait un IMC proche de la normale parce que les doses d'anesthésiant peuvent être trop fortes ou pas assez fortes au moment de l'anesthésie puisque mon poids va fausser le dosage. Et en gros, elle me dit qu'il faudrait que je perde 70 kilos. Donc les 70 kilos que j'ai repris à cause de l'autre folle, elle me dit que je dois les perdre. Donc elle me dit... Donc une bonne nouvelle, j'ai quelque chose. Une mauvaise nouvelle, je dois arrêter de fumer. Une autre mauvaise nouvelle, vous devez perdre 70 kilos. Donc elle me conseille d'aller en rééducation alimentaire. Rééducation alimentaire, c'est aller en hôpital tous les jours et faire du sport, faire des activités, manger sainement, être avec des gens que tu ne connais pas. Bref, déjà fait. Peu pour moi, très peu pour moi, très grosse flemme. Avec tous les traumas que j'ai, non merci. Voilà. J'en ferai d'autres vidéos parce que j'en ai des choses à dire sur ça. Mais voilà, non. Vraiment pas. Non. Du coup, je suis dans la merde. Ça fait 1 an que j'essaye de maigrir. Ça fait 1 an que je stagne à 140. Je suis passée à 130 à un moment. Puis j'ai repris. Je suis désespérée là. Je viens de me rendre compte à quel point je suis dans la merde. Genre vraiment. À cause de ces diagnostics erronés et approximatifs là. Oh putain de merde. Du coup, en ce moment, j'ai actuellement des médicaments qui font que j'ai plus mal au cul. J'essaye de tenir avec ça le temps que je maigrisse et que je puisse me faire opérer. Et si j'arrête de les prendre, j'ai mal et je ne peux plus m'asseoir, plus m'allonger, plus tout ça en fait. Et des fois je prends trop la confiance, j'arrête de les prendre et j'ai mal en fait. Faut que j'arrête de faire ça parce que je me nique toute seule. Et en vrai, j'ai perdu une fois 70 kilos. Quoi de mieux de la reperdre 2 fois? Je me lance au défi. De toute façon, je suis obligée de perdre. Que ce soit pour moi, pour ma garde-robe, pour ma santé, pour me faire opérer. Tout ne tient qu'à moi de maigrir. Je vais faire comme Mastu. Je vais faire une vidéo, les gars. Transformation. 140, 70, poum, poum, poum. Ça sera trop stylé. En tout cas, je mets ça en œuvre pour cette année. Et je vais tout faire pour perdre en 2024. Mon objectif, c'est que j'ai perdu au moins 40 kilos. Bon, c'est quand même conséquent et c'est quand même beaucoup. Mais si je fais 40 kilos... Enfin, si... Non. Si je fais 100 kilos et que j'ai perdu 40 kilos, franchement, je me dirais que je suis un peu bien quand même. Je suis un peu bien. Parce que j'aurais perdu plus de la moitié. J'aurais perdu 1/3 du pari. Et là, je serais quand même bien proche de mon objectif. Donc voilà.
voici le prochain objectif. Viser la lune. Qu'est-ce que je raconte? Voilà mon prochain objectif. Faire les 70. Faire les 70, perdre les 70. Ça se trouve, je vais en faire un son. Faire les 70, perdre les 70. Wouh, wouh, perdre les 70, faire les 70. Wouh, wouh. Oh là là, je m'emballe. Je me suis emballée là, je me suis emballée de fou. Du coup, voilà. Ce que j'en retiens de cette vidéo et de tout ce que je vous ai raconté, c'est que on doit toujours suivre son instinct, toujours suivre ce que l'on croit et ce que l'on ressent, parce que c'est la seule chose que l'on peut croire et qui est fiable. Ce que l'on ressent et ce que l'on vit, notre vécu, c'est la seule chose à laquelle on peut se rattacher. Et sur ce, je vous fais des bisous et passez une bonne soirée.